Nous vivons un moment décisif de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, maintenant, la crise écologique telle qu'elle se présente aujourd'hui ne concerne pas que la nature, elle menace également l'humain, l'homme. Ses conséquences menacent donc la pérennité humaine. On va dire, la biosphère, elle n'a pas besoin de nous pour continuer. Si l'homme disparaît demain, elle va se refaire. Elle a déjà vécu de très très grandes secousses sur la Terre, quand on regarde l'histoire de la planète, et l'humanité est repartie de 3 ou 4% de la biodiversité qu'il y avait initialement. Donc, ce n'est pas la question. La question, c'est d'une certaine manière, c'est les devenirs de l'homme sur cette planète. Et donc, cette crise écologique, elle se présente devant nous comme quelque chose de presque inéluctable, irrépressible. On a l'impression qu'on est collé, quoi, il y a des gens qui parlent d'anthroposphère, c'est-à-dire, c'est maintenant le moment, on a parlé, vous savez, des périodes géologiques, et maintenant on dit anthroposphère, ça veut dire que c'est la période de l'homme, où c'est l'homme qui est responsable de ce qui se passe. Ça pointe la responsabilité humaine. En fait, ce que je vais essayer de développer, c'est que ceci n'est pas... d'abord, c'est pas inéluctable, et d'autre part, ça vient de quelque chose qui s'est passé dans notre histoire il y a quelques centaines d'années, qui est l'avènement de la modernité, qui trouve ses racines dans la Renaissance, mais qui va être à l'origine de profondes transformations de notre monde et de notre façon de vivre ensemble, de notre manière de concevoir la nature, de la manière de concevoir l'homme, et qui est à l'origine de cette situation. Alors, bon, sur la crise écologique, je n'ai pas besoin de m'étendre trop. Vous voyez que c'est une espèce d'inquiétude qui a démarré dans les années 70, qui n'est pas si ancienne que ça finalement, et qui a 50 ans, grosso modo. Et donc, sur les conséquences du développement technique, économique, financier, sur la nature, la biodiversité, et sur la santé humaine. Et donc, en fait, il y avait derrière l'idée, parce qu'à l'époque, dans les années 70, on disait oui, mais enfin la technique va permettre de régler les problèmes qu'elle crée. Et au fond, le mouvement écologiste part de l'idée qu'il y a un refus de laisser altérer cette nature et qu'il y a un refus de la croyance que la technique va réparer les dégâts qu'elle fait. Donc, ce sont des gens qui disent, écoutez, excusez-nous, mais on n'est pas d'accord avec ça, on veut préserver cette nature, et c'est de là qu'est parti ce mouvement écologique. Bon, en arrière-plan, vous avez des choses comme Hiroshima, Nagasaki, qui sont lourdes, mais qui sont des moments d'expression de puissance et qui envoient des signes, disons, inquiétants sur la manière dont l'homme, finalement, se traite lui-même et traite son environnement. Vous avez des grandes catastrophes technologiques, dont certaines ne vous sont pas présentes à l'esprit, comme la catastrophe de Kishtim en Russie, c'est un centre de décharge radioactive qui a explosé dans les années 57. Il y a le dessèchement de la mer d'Aral, vous avez une série d'accidents nucléaires qui ont commencé aux États-Unis à partir de 80, avec l'accident de 3 Mile Island, puis ensuite Tchernobyl, et plus récemment, en 2011, Fukushima. Vous avez aussi des crises, des catastrophes chimiques, comme Bhopal, qui sont des explosions d'usines chimiques avec des conséquences très graves sur l'environnement. Vous avez des crises environnementales comme Minamata, c'est-à-dire le minerai de plomb qui envahit et qui progressivement pollue tout l'environnement. Et puis, en fait, on ne s'en aperçoit pas à l'époque, on n'y pense pas. Et c'est tout simplement quand on voit arriver plein d'enfants mal formés qu'on finit par se poser la question de ce qui se passe et on trouve l'origine. Et l'origine, c'est une pollution d'origine, en fait, industrielle. Voilà. Bon, je ne vais pas en rajouter parce qu'il y en a beaucoup. Il y a tout ce qui concerne la perte de diversité, la déforestation, il y a tout ce qui concerne l'exploitation des sous-sols. Et puis il y a l'agriculture depuis les années 50, qui a été orientée très fortement vers la productivité, la production, l'optimisation de la production, mais dont on voit aujourd'hui les effets aussi bien sur l'homme, parce que finalement c'est une activité qui concernait énormément de gens, qui était productrice de toutes sortes de bénéfices, qui s'est concentrée sur une vocation très unique de productivité, de production et on va dire, d'efficacité, mais dont les conséquences sont très importantes finalement sur notre environnement. En France, par exemple, beaucoup de gens disent que les gens qui ont aujourd'hui 90 ans ou plus, ils disent c'est un changement extrêmement profond que nous avons vécu finalement sous l'effet de tout ce qui a été fait pour permettre l'avènement d'une agriculture industrielle. Voilà. Et puis le pompon, c'est le réchauffement climatique, c'est-à-dire ce moment où on s'aperçoit qu'il y a un autre effet global, le moment où on se dit, mais tiens, effectivement, l'augmentation du taux de CO2 qui résulte de l'activité humaine, sujet lui-même
à controverse, mais en tout cas, c'est la thèse, c'est l'hypothèse du changement climatique, donc est à l'origine d'une transformation du climat, et le climat pour nous c'est évidemment très important. Je dis d'autant plus qu'on est dans une région viticole et que c'est des miracles de climat, une région viticole d'une certaine manière. Il y a le sol évidemment, mais le climat est très important. Alors d'où ça vient tout ça, finalement? Qu'est-ce que nous dit l'écologie? Alors elle va nous dire c'est la technologie. Finalement, c'est le désir de puissance, c'est des technologies toujours plus puissantes, consommatrices de ressources limitées ou rares. C'est des risques d'accidents de plus en plus difficiles à maîtriser. Des déchets polluants, souvent dangereux, qui peuvent persister pour des durées très longues, voire indéfinies. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur la crise occasionnée par la culture de la banane en Martinique et en Guadeloupe, qui est à l'origine d'une pollution par un pesticide qui s'appelle la chlordécone, qui est là pour 700 ans, et qui a pollué 30% des terres agricoles de ces pays. Donc vous voyez, c'est un détriment très important, surtout que ça descend dans les nappes phréatiques, et ensuite ça descend dans la mer, et maintenant ils sont obligés d'introduire des interdictions de pêche, pêche à la langouste, pêche aux petits poissons, et maintenant pêche aux gros poissons. Bon, on a une espèce de phénomènes comme ça qui dépassent l'horizon de la vue humaine. Voilà. Et puis il y a les technologies d'armement à fort potentiel de prolifération. Alors finalement, est-ce que le problème c'est la technologie? Faut-il accuser la technique? Ou alors est-ce qu'il faudrait dire plutôt le problème c'est l'homme? Toujours plus, l'homme, son hubris, sa démesure, l'homme détruit la nature, finalement le problème c'est la démographie. Vous avez eu une signature il n'y a pas longtemps de 15 000 scientifiques en novembre 2017 qui ont dit sauvons cette nature, et la première chose à faire c'est de mettre en place des politiques de contrôle de la natalité. Comme si le problème venait de la démographie. Et ce que eux pointent, c'est clairement ça. Alors, finalement, nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? On se dit, voilà, c'est tout simplement une résultante du fait d'exister comme être humain. Donc, que faire? On est comme, quand je disais tout à l'heure, assis dans notre siège, dans un avion, les réacteurs sont en flammes, et ça descend, on est collé au siège, et on ne peut plus bouger, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Mais en même temps, on se dit, mais est-ce que l'homme est cause ou victime là-dedans? Parce qu'on voit bien que ce n'est pas toujours les mêmes qui gagnent et toujours les mêmes qui perdent. Et on s'aperçoit que dans le mouvement de l'économie, les conséquences de cette espèce de développement ne sont pas identiques pour les personnes qui sont sur la planète. Certains vont perdre beaucoup, certains vont voir leur mode de vie se transformer radicalement, mais d'autres qui vont très très bien. Donc on voit bien qu'on doit pointer des effets de dislocation de la cohésion humaine. Voilà. Mais alors finalement, c'est la question du devenir conjoint de l'homme et du milieu vivant qui est en question, sans lequel l'homme ne peut vivre sur la planète. Donc voilà, comme je le disais, la biosphère, elle, ça n'est pas vraiment la question. En fait. La question, c'est l'homme dans ce milieu vivant. Alors qu'est-ce que fait l'écologie politique? L'écologie politique, elle nous dit qu'il faut protéger la nature. Et il faut, d'une certaine manière, protéger la nature de l'homme. Et en fait, comment l'homme est vu là? L'homme est vu comme une collectivité d'individus égoïstes. Au fond, chacun tape dans la ressource et ne s'occupe pas des conséquences. Voilà. C'est comme ça, c'est la vision qui est véhiculée. Et ce collectif, ce sont des gens, mais une société, dans cette vision-là, une société collective, ça vient de colligérer, ça veut dire liés ensemble. C'est un peu l'image, c'est le fagot. Vous prenez des bouts de bois et puis vous mettez une ficelle, vous avez un collectif de fagots. C'est-à-dire le principe de leur cohésion est extérieur aux individus de cette collectivité. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie d'être ensemble, mais c'est parce qu'ils sont tenus ensemble par l'interdépendance et par toutes sortes de facteurs. Je ne développe pas ma propre pensée en disant ça. Je dis, voilà ce qui est présent derrière cette idée que véhicule l'écologie. Donc, vous avez une fable bien connue qui a été fait l'objet d'un article scientifique qui a été publié dans la revue Nature en 1968, qui s'appelle La tragédie des communs, donc peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, mais qui décrit la manière dont finalement quelque chose qui est laissé à l'exploitation de tous ne peut aboutir qu'à la catastrophe, parce que chacun ne peut que, étant égoïste, ne peut que s'occuper de son propre dessein. Donc voilà. Collectivement, les hommes, dans cette vision, sont une collection d'individus égoïstes qui vont au désastre.
Alors là, comment l'écologie se propose de transformer des comportements égoïstes en comportements vertueux? Difficile. Alors, très simple, il faut agir sur les hommes pour transformer leur comportement. Et comme ils sont intéressés, eh bien, on va agir soit par la carotte ou le bâton, c'est-à-dire l'incitation ou la contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, les politiques publiques écologiques, soit vont vous mettre des contraintes auxquelles vous ne pouvez pas échapper, autant sous réserve que ça soit bien contrôlé, soit ils vont vous dire, voilà, écoutez, vous avez un appartement, vous pourriez peut-être mettre des doubles vitrages, et ça serait très bon pour la planète, bon pour économiser l'énergie pour les générations futures, etc. Et vous, bien sûr, vous pourrez déduire de votre impôt si vous le faites. Donc, on va vous chercher sur votre intérêt personnel pour cette grande cause, mais on ne vous associe pas à cette grande cause. En fait, on s'arrange pour que vous y contribuiez malgré vous, d'une certaine manière. Et vous pouvez prendre le même exemple, vous avez peut-être entendu parler du marché des droits à polluer ou les marchés de CO2, c'est le même principe, c'est-à-dire que grosso modo, on va dire, si on pollue, on va donner un prix à un certain niveau de pollution et on va attribuer une possibilité, par exemple pour des entreprises, d'avoir le droit d'émettre du CO2. C'est pas bon, mais on va leur donner un droit. Et simplement, on le met en marché. Alors, plus on pollue, plus on l'utilise ce droit, moins il y en a, plus les prix montent. Donc ça coûte cher, donc les gens se disent « Oula, je n'ai pas envie de dépenser tellement d'argent, donc je vais réduire mes émissions de CO2. » Donc là, le mécanisme est le même, c'est-à-dire, c'est parce que c'est une sorte d'intérêt construit qui est l'intérêt de ces entreprises que finalement, on arrive de cette façon-là à essayer de le faire réduire. Mais ce qu'on peut dire, grosso modo, c'est que soit qu'on passe par le marché ou par l'État, là encore, vous ouvrez le journal et vous allez voir que le résultat de ces politiques écologiques est relativement décevant. C'est-à-dire c'est une question qui semble toujours devoir s'effacer devant les vraies priorités économiques, sociales et politiques. La plupart du temps, ça cède le pas à des logiques qui sont perçues comme plus importantes. Par exemple, le développement, la croissance, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que Sapiens, dès le départ, Sapiens, il est collectif. C'est un être qui est... par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y avait plusieurs catégories d'humains. Il y avait l'homme de Flores, il y en a toute une... Le Néandertal qui a précédé Sapiens, etc. Néandertal avait un cerveau plus important et ce qu'on entend, c'est qu'il était beaucoup plus individuel. Il avait une capacité d'analyse, une grosse capacité de traitement dans sa caboche, et il fonctionnait de manière assez individuelle. Et pourquoi est-ce que Sapiens prend le dessus un peu partout? C'est qu'il fonctionne en bande. Pour attraper des éléphants, pour choper des gazelles, ils s'organisent entre eux, ils font des espèces de grands pièges, ils y vont collectivement, et ça marche vachement bien. Et progressivement, cette espèce de capacité qu'ont les humains de travailler entre eux, par le langage, par les concepts, par la distribution des tâches entre eux, va leur donner une très grande résilience. On pourrait presque dire d'un point de vue darwinien, c'est parce que les humains ont cette capacité de coopération et non pas de compétition, mais de travailler ensemble, c'est grâce à ça qu'ils sont toujours là d'une certaine manière, presque dans une perspective darwinienne. Et donc, à partir de là, on voit un tableau qui n'est pas du tout celui que l'on croit. Par exemple, on voit que l'humain, si on va regarder des gens comme les travaux de gens comme Lévi-Strauss ou des grands anthropologues, on voit que les humains s'intéressent assez modérément à l'accumulation, par exemple. C'est pas leur truc. Ils vivent agréablement. Quand ils ont ce qu'il faut, ils font des fêtes, ils font des tas de trucs, et puis ils ne sont pas tellement axés. Moi, j'ai retrouvé des lettres d'un de mes grands-pères qui était ingénieur des mines au début du siècle dernier, et il était allé au Mexique pour essayer de créer des entreprises minières. Et il écrit en disant, c'est très compliqué là-bas, parce que dès que les gens, finalement, ont amassé un peu d'argent, ils arrêtent de bosser. Ils retournent, on ne les voit plus, ils ne viennent plus au boulot. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tellement envie. Et pendant ce temps-là, l'entrepreneur qui a fait tous les investissements, qui est endetté jusqu'au cou et qui a envie de faire un peu juter la cougourde, enfin pour avoir un peu de bénéfices, pour pouvoir rembourser ses emprunts, et lui, il est sur le flanc parce qu'il n'y a plus de travailleurs, vous voyez. Bon. Donc ça veut dire que ce n'est pas naturel. Et en fait, on voit bien qu'il y a eu toutes sortes de mécanismes qu'on a mis en place au XIXe siècle pour essayer d'obliger les gens à être dans une logique d'accumulation. Ce n'était pas la tendance naturelle.
Et puis, il y a des gens comme Descola, un très grand anthropologue français, Philippe Descola, qui décrit une diversité d'attitudes et de relations avec le monde vivant. Il parle par exemple des Indiens Achuar, il dit les animaux, les plantes c'est des consanguins, les animaux ce sont des affins, ça s'appelle affins. Exemple, c'est pas tout à fait la famille nucléaire, c'est le beau-frère, les affins. Donc on fait un peu gaffe avec les affins. Donc quand on va en forêt, qu'on chasse un phacochère, on est sur le point de tirer, on lui dit écoute, je suis désolé, mais moi j'ai besoin de viande pour ma famille, je vais te passer à la trappe, mais ne t'inquiète pas, je m'occuperai, je vais laisser ta femme et tes porcelets. On va s'apercevoir que Descola a bâti une espèce de système de classement de toutes les civilisations humaines et ce système est basé sur le fait que, par exemple, il y a une intériorité partagée entre les êtres vivants et les humains, par exemple. Et nous, dans notre système occidental, qu'on appelle naturaliste, nous sommes les seuls à avoir l'intériorité. Et beaucoup de gens, par exemple, aujourd'hui, qui pratiquent l'élevage, par exemple, remettent en cause ça, en disant que, par exemple, le compagnonnage entre les humains et les animaux, c'est pas des gens qui sont ce qu'on appelle les antispécistes, hein, qui disent c'est pareil, les animaux, les humains, c'est pareil. Non, ils disent simplement qu'ils partagent énormément de choses avec... je pense que des gens qui ont des chiens pourront dire exactement la même chose, mais c'est qu'il se passe des tas de choses qui sont aussi d'ordre de l'esprit, qui ne sont pas uniquement de l'ordre de le chien a besoin de manger, donc son maître lui donne à manger, donc il aime son maître. C'est beaucoup plus subtil que ça. Par exemple, on dit couramment que les chiens aujourd'hui, quand les gens qui aiment les chiens disent que il y a une des choses qui est le plus important dans la vie d'un chien, c'est de faire plaisir à son maître. C'est quand même étonnant quand même. Hein. Voilà. Donc voilà, on a des tas de petites indications, et puis on a aussi, si vous voulez, une vision finalement qui est très constante. Lévi-Strauss dit il y a les deux grands événements de l'histoire de l'humanité, c'est il y a 10 ou 12 000 ans, c'est la révolution néolithique, c'est le passage, on va dire, du moment où l'humain découvre cette possibilité d'apprivoiser les plantes et les animaux, et il découvre l'agriculture. Donc là, il va se fixer. En grande partie, il va devenir, le nomadisme va cesser, et puis ça va donner tout à fait d'autres choses, d'autres formes d'organisation sociale. Le deuxième grand choc, c'est la révolution industrielle. Fin du XVIIIe siècle, ça démarre en Angleterre. Entre-temps, une assez grande constance. Et la révolution industrielle, elle, va être l'origine d'une très grande transformation dont je vais reparler. Mais finalement, l'écologie dont nous parlons a ses racines dans ce deuxième grand choc. C'est pas il y a 12 000 ans, c'est récemment. Alors, d'autres choses qui questionnent aussi le discours écologique, c'est cette idée qu'il faut protéger la nature de l'homme. Par exemple, Descola, qui a beaucoup vécu avec les Achuar, il dit, mais au bout d'un moment, il s'est dit, il y a quelque chose qui cloche dans le discours écologiste, parce qu'en fait, il s'aperçoit que, souvent on dit que la forêt amazonienne est une forêt où il y a énormément de biodiversité. Et en fait, ce qu'il explique, c'est la raison pour laquelle on a cette biodiversité. Parce qu'une forêt livrée elle-même, elle ne va pas vers la biodiversité. En fait, la forêt, ça envahit tout, et ça amène de l'ombre, et ça... Alors que, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis 8000 ans, les Indiens, les Guaranis, les Achuar, etc., en fait, ils fonctionnent sur le système de la culture sur brûlis, c'est-à-dire qu'ils ouvrent des clairières, ils brûlent, et ensuite ils cultivent. Alors, ils cultivent, ils amènent des tas de plantes, comme c'est ouvert, les oiseaux viennent, ils font des grottes avec des trucs qu'ils ont attrapés ailleurs, donc il y a d'autres plantes qui viennent, on plante des arbres, et puis là, on voit arriver toute une espèce de système, tout un écosystème qui n'existait absolument pas. Et ce qui se passe dans la forêt amazonienne, c'est que la couche fertile est assez faible, donc très vite, non, au bout de quelques années, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si c'est 5 ans, 10 ans, en tout cas la fertilité s'effondre, et là qu'est-ce qu'ils font? Ils plient bagage. On laisse tomber et on va ailleurs, et on ouvre une autre clairière. Très bien. Bon, et qu'est-ce qui se passe dans la première? Eh ben, progressivement, ça se remet à pousser, comme partout. Quand il n'y a plus rien, quand il y a des friches, ça se remet à pousser, ça pousse, la forêt se réinstalle, seulement c'est plus du tout la même forêt. C'est une forêt qui n'a pas du tout la même diversité, elle est beaucoup plus riche, elle est... Voilà. Donc ça veut dire finalement que la biodiversité de la forêt amazonienne, c'est pas... on peut pas... L'idée, c'est pas de la maintenir. Oui, il faut la protéger des gens qui arrivent avec des tronçonneuses et qui veulent tout foutre en l'air pour récupérer les troncs de bois et ensuite ils s'en foutent. Par contre, prendre conscience de ce qui a permis cette biodiversité en se disant finalement l'homme est au cœur de ce processus, ça c'est très important.
Moi, par exemple, quand je suis allé en Biélorussie, j'ai travaillé avec des paysans, parce que j'ai commencé par étudier, puis ensuite je me suis engagé dans des programmes pour essayer de voir, avec des gens qui vivaient sur place, comment les aider à améliorer leurs conditions de vie. Bon. Et à un moment, je me souviens, on était dans un endroit où il y avait un gros problème de la contamination du lait. Et ça les inquiétait beaucoup, les paysans, dans un petit village, parce que c'est leurs enfants qui buvaient ce lait. Donc on a fait toute une enquête pour comprendre pourquoi le lait était contaminé, puis on s'est rendu compte que c'était à cause des pâturages, c'était l'été. C'était un système de pâturage à l'ancienne, peut-être certains d'entre vous l'ont connu, mais vous savez, où chacun à son tour devient berger, et ça change de maison tous les jours. Donc le berger, ça va être le prof de maths, le dentiste, le machin, et ça tourne comme ça. Et le berger, il va passer une journée avec tout le troupeau, il l'emmène, etc. Bon, au passage, une activité bucolique assez sympathique. Bon. Aujourd'hui, on se dit, tiens, vous avez peut-être de la chance. Bon, et on a cherché un endroit où il y avait moins de contamination, parce qu'on les avait mis dans des endroits qui étaient assez contaminés. Donc on a engagé une longue discussion avec les autorités du kolkhoz, la ferme collective qui est à côté, qui quand même a mis à disposition des terres, et puis on est allé voir, bon, très bien, et on a trouvé un premier endroit qui avait l'air vachement bien, avec de la belle herbe. Et puis, on est allé chercher les paysans, on leur a dit, mais ça vous va, hein, pas mal, on a fait les mesures, c'est pas très c'est pas mal du point de vue contamination. Et alors, donc, on les amène, et puis ils regardent, et ils disent, non, ça va pas faire l'affaire. Non, c'est pas ce qu'il faut. Ben, pourquoi? Il y a de la bonne herbe. Non, il n'y a pas d'eau courante. On s'est entendu avec le directeur du kolkhoz, il va nous mettre des bacs et on amènera de l'eau, il y aura de l'eau. Ah non, ce qu'il faut, c'est qu'elles aient de l'eau courante, limpide et fraîche. Ah bon? Ah d'accord. Bon, alors faut voir que la question qui était derrière, c'était la contamination du lait de leurs enfants. Donc vous pourriez vous dire, ça prime tout, je veux rien entendre parler d'autre chose que ça, et je veux du lait propre à tout prix. Ben non, pas du tout. Là, ça n'allait pas. Alors on s'est dit, ah bon, l'eau limpide fraîche, oui, très bien. Bon, alors on se remet en chasse d'un autre endroit, il nous trouve un deuxième endroit. Et là, on se dit, bah ça a l'air bien, puis là, il y avait un ruisseau avec de l'eau limpide et fraîche. Et donc, on va chercher nos paysans, on les amène, on leur dit, ça y est, on l'a trouvé, regardez ce que le gentil directeur de kolkhoz a mis à notre disposition, c'est pas mal, etc. Ils regardent, ils disent, non, ça ne va pas faire l'affaire. Ça n'ira pas, ça ne peut pas se faire comme ça. Alors, on dit, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ils disent, il y a trop de soleil. Il y a trop de soleil, il faut qu'ils aient une lisière de forêt avec de l'ombre bien fraîche, comme ça ils peuvent aller au soleil pour se chauffer, et ensuite s'allonger au frais. Finalement, on a réussi à leur trouver un pâturage, mais ça a été une vraie leçon pour nous, parce qu'on s'est rendu compte que cet élevage traditionnel était à l'origine d'une relation entre ces gens et leurs animaux qui était très sympathique, très empathique, très familiale, et pas du tout ce qu'on croyait. Voyez. Donc on s'est rendu compte que pour eux, il y avait un intérêt bien compris entre le fait que ces vaches se sentent bien, qu'elles fassent du bon lait, qu'elles se sentent bien, et en même temps que tout ça ne pouvait pas se subvertir pour des raisons objectives, faire du lait propre. Non, fallait prendre le tout ou rien du tout. Voilà. Il y a un autre anthropologue qui s'appelle Ferguson, enfin c'est à la fois un philosophe, il vivait au XVIIIe siècle, mais il a beaucoup étudié les populations humaines, les peuples humains, et il dit, vous savez, on vit sur l'idée qu'une société, c'est un contrat entre des individus. Depuis Rousseau, on a cette idée que ce sont des individus qui passent contrat pour construire une société, et lui s'est élevé dès le début sur ses thèses en disant que il n'y a pas, depuis l'origine de l'humanité, l'individu est indissociable du groupe, en fait. On ne peut pas il dit, la communauté est aussi naturelle et indispensable à l'homme que sa main ou son pied. En fait, il fonctionne, il est intrinsèquement lié. Vous voyez, il a une dimension collective qui est indissociable de sa dimension personnelle. Ça nous donne à penser, pour nous qui avons l'habitude de penser de façon très individuelle. Voilà. Et
quand j'ai travaillé dans ces territoires contaminés, qu'on a vu ces gens qui étaient très désemparés par ces situations de contamination, donc j'ai fait un travail avec eux et avec une équipe qu'on avait montée pour essayer de voir comment les accompagner dans un processus de reconstruction d'une vie, on va dire, qui vaille la peine d'être vécue. Parce que ce n'était pas la vie d'avant, c'était autre chose, parce que c'était transformé. Il y avait vraiment des transformations irréversibles. En fait, en étudiant de près, on s'est rendu compte que les pouvoirs publics essayaient de faire des choses de l'extérieur pour les gens, mais qu'en fait, la question qui était derrière, fondamentale, c'était plutôt d'essayer de voir comment accompagner ces personnes dans la propre reconstruction de leur vie. Par exemple, il fallait qu'ils fassent le deuil de certaines pratiques, parce que ça n'était plus possible. Comme quelqu'un qui aurait eu un gros accident, qui est super sportif, et puis cette personne, vous lui dites, bah, comment elle va construire une nouvelle vie. Il y a un philosophe français qui s'appelle Georges Canguilhem qui dit, dans un livre qui s'appelle Le normal et le pathologique, il dit « Un être en bonne santé, ce n'est pas un être qui s'adapte aux normes, c'est un être qui est capable de créer ses propres normes. » Donc retrouver quelqu'un qui a eu un gros accident, retrouver cette santé, c'est être capable de reconstruire ses propres normes. Donc ça veut dire que finalement, on ne peut pas le faire pour lui. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que finalement, dans ces situations catastrophiques, eh ben, en fait, ce qu'il fallait, c'est regarder comment ces personnes pouvaient s'organiser pour reconstruire leur vie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de dimensions incontournables. La première, c'était déjà de reconnaître leur capacité à pouvoir traiter leurs problèmes. Ça fait partie de leur dignité qu'on puisse les reconnaître comme faisant partie de la solution. Vous voyez, par exemple, il y a une association qui s'appelle ATD Quart Monde, qui s'occupe beaucoup de gens en situation difficile en France, et eux, ils disent maintenant, on ne dit jamais aux gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ils disent, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Et à partir de là, on va voir ce qu'on peut faire pour vous aider. Mais c'est vous qui êtes au centre de la chose. Et moi, je me suis rendu compte exactement de la même chose avec mes collègues. On s'est rendu compte qu'il fallait déjà pouvoir amener cette reconnaissance. La deuxième, c'est la capacité. La capacitation, c'est un concept qui a été développé par l'économiste Amartya Sen, qui est à l'origine du microcrédit, etc. Et parce que quand vous dites aux gens, vous avez la capacité, allez-y, prenez une personne handicapée, tu peux monter l'escalier toi-même. Vas-y. Bon. Seulement, il y a juste un détail, c'est que les marches font 9 cm et que le gars, il peut lever jusqu'à 8 cm. Ça ne marche pas. Bon. Donc, la capacitation, c'est d'essayer de se dire, je lui dis, tu peux, vas-y mon coco, mais est-ce que l'environnement est favorable à ça? Est-ce que je peux lui créer un enabling, comme on dit en anglais, enabling environment, c'est-à-dire, est-ce que je peux faire qu'il va déployer ses capacités jusqu'au moment où il va y arriver tout seul? Mais je ne veux pas le faire, surtout pas le faire à sa place. Donc ça, c'est un deuxième facteur. Troisième facteur hyper important, c'est le rapport à la vérité. C'est-à-dire, en fait, une des caractéristiques de la crise de Tchernobyl, c'est plus de confiance. C'est-à-dire, les autorités nous disent que ça va, mais est-ce que vous dites que ça va? Est-ce qu'on peut le croire? Ou les Japonais sont passés, ils disent ça, est-ce que c'est vrai? Ou on a fait les mesures, mais... D'ailleurs, on s'est rendu compte, nous, que les autorités faisaient des mesures sur la population, sur les niveaux de contamination, et n'intervenaient que quand il y avait des dépassements de normes. Mais qu'est-ce qu'ils disaient, les gens de la population? Ils disent, ils ne nous ont pas donné les résultats. Alors on sait très bien que ce que ça veut dire, c'est que c'est mauvais. Vous voyez, d'une manière générale. Donc, ils sont complètement paralysés, on est paralysé par cette espèce de perte de confiance. On remarquerait que dans la société dans laquelle on vit, on peut retrouver tout à fait ça, c'est-à-dire les sources, les autorités ont dit, tu parles, les autorités ont dit, on sait très bien pourquoi ils le disent, etc. Le chef d'entreprise a dit, bah attends, je vois bien pourquoi il le dit, etc. Vous voyez? Donc la question de la vérité, c'est-à-dire de créer des conditions de la construction, probablement à travers la pluralité, mais d'une information. C'est-à-dire je peux croiser, je peux entendre différents sons de cloche et me faire un point de vue. Donc ça, c'est la question du rapport à la vérité. Et la deuxième question, c'est la question du sens, c'est-à-dire je dois pouvoir reconstruire une vie qui a du sens. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, les politiques publiques post-accidentelles, très souvent, on dit, bah, on vous reloge. Bon, boum, on ferme, vous partez, on vous file des bungalows, on va vous donner 1000 € par mois et par personne. C'est ce qui s'est passé à Fukushima, même pour les bébés, 1000 € par mois et par personne de compensation. Alors au début, on se dit, mais c'est Pérou, ça, une famille de 5 enfants avec un nourrisson,
7 000 € par mois. Boum, d'un coup comme ça. Et puis, alors on les met là, on dit rien, on ne dit pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir revenir. Alors il faut se retrouver un boulot, les enfants ils vont à l'école, se refont des copains, etc. Et puis tout d'un coup on dit, ça y est, boum, vous pouvez revenir maintenant. C'est génial. Vous pouvez maintenant habiter un territoire, il y a juste un détail, il faudra vous laver les mains 10 fois par jour, surtout ne laissez pas sortir les enfants, etc. Ne mangez pas les légumes du potager, les champignons oubliés, etc. Donc génial, les gagnants de la décontamination, voilà, très bien. Mais ça ne permet pas de construire une vie, ça ne permet pas de monter un projet quand tout est perturbé, Donc la question du sens et la question de la vérité, essentielle. L'autre, évidemment, aspect très important, c'est la possibilité de former une communauté, de pouvoir s'appuyer sur des relations, des amis, des voisins. Et par exemple, on voit tout l'enjeu, par exemple, d'arriver à construire une socialité. Même, vous voyez, comme cette question se pose de manière aiguë dans nos campagnes, dans nos villages, dans nos territoires. C'est-à-dire, comment on peut recréer ces liens. Parce que ces liens, bon, bah, quand ça va bien et que j'ai des super jobs et que j'ai aucun problème, chacun se dit c'est au poil, je continue. Mais dès que ça commence à se tendre, on a besoin des autres. Donc tout ce qu'on peut faire pour créer du lien et toutes les petites activités qui paraissent légèrement ridicules, et bien finalement ça devient extrêmement important. On se dit mais si, c'est très important. Et par exemple, ça nous a aussi amené, quand les gens étaient relogés, à s'intéresser à le fait qu'ils soient relogés ensemble plutôt que d'être éparpillés. Parce que quand ils étaient éparpillés tout seuls, avec une vie brisée en morceaux, on ne peut même pas aller dire aux voisins quel malheur pour nous, c'est juste quel malheur pour moi. Donc vous voyez, tout ça est extrêmement important. Autre dimension essentielle, c'est la capacité c'est les ressources symboliques spirituelles. Vous voyez, on s'est rendu compte que, et on n'est pas les seuls, que ceux qui avaient des ressources, on va dire, il y a un psychiatre, un neurologue qui s'appelle Cyrulnik, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire les gens qui avaient eu des gros accidents, ou bien des communautés qui avaient été déplacées à cause de guerres, etc. Et il montre très bien que les gens qui ont par exemple une spiritualité ont des ressources que les autres n'ont pas. Et il le montre, mais même c'est neurologique, c'est des examens neurologiques de gens dont on regarde le comportement, on leur demande de penser à quelque chose qui les stresse et on leur demande de prier. Et d'autres, on leur demande de faire ce qu'ils peuvent pour essayer de se sentir mieux. Et bien en fait, on voit que le cerveau se réorganise, que les tensions qui existent à l'avant du cerveau, qui sont provoquées par le stress, sous l'effet de la méditation, se réorganisent dans le cerveau et que l'appréhension devient différente. Les gens se détendent et peuvent avoir une capacité d'appréhender des situations différentes. Il montre aussi que des communautés qui ont des pratiques collectives, symboliques, etc., quand elles l'ont conservé, quand on les ramène chez elles, ça repart, la vie repart très facilement. Quand elles ont perdu ça, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez, ça c'est une autre dimension. Et puis la dernière dimension, c'est le territoire. Nous ne sommes pas des êtres hors sol. On est lié à un monde vivant, on est lié à des lieux qui ont du sens pour nous, qui sont des ressources, qui nous apportent de quoi vivre et dont nous ne sommes pas indépendants comme ça. On peut se déplacer, bien sûr, mais je veux dire, on n'est pas des êtres adaptables, déplaçables, sans racines, sans identité. Donc ça, c'est une autre dimension très importante. Vous voyez, moi, j'ai rencontré un médecin qui m'a dit, ben moi, avant de rentrer dans un territoire, on m'avait relogé, on m'avait mis en noir, on me dit, ça y est, vous pouvez rentrer. Il dit, je peux vous dire que, d'abord, on voit bien que c'est plus du tout comme avant, mais ce n'est pas seulement une affaire de niveau de contamination, hein, ce n'est pas le nombre de becquerels qu'il y a dans le territoire qui va me dire si je dois rentrer ou non. Je suis obligé de repenser à tout ce que... les raisons qui font que j'étais là-bas avant. Pourquoi ma famille est là-bas? Pourquoi j'ai passé mon enfance là-bas? À quoi je tiens? Qu'est-ce qui est important avant de prendre une décision importante de revenir, avec tout ce que ça veut dire. Je passe sur le fait que certains de ces gens ont des enfants, des petits-enfants. C'est quand même pas absolument évident de revenir dans un territoire contaminé avec des petits-enfants. Je veux dire, c'est une décision qui n'est pas... mais qui... Par exemple, moi j'ai rencontré un père de famille qui m'a dit « Je suis rentré parce que mon fils m'a dit « Je veux revenir vivre là-bas et je veux voir grand-père tous les jours. » Et grand-père, lui, n'était pas parti. Donc voilà, il a pris la décision, il est revenu. Là, je vous ai fait presque une petite carte de la résilience humaine qui, en fait, qui décrit un peu des éléments d'une anthropologie, d'une compréhension de la manière dont les humains fonctionnent. Cette crise écologique, c'est une question qui est située dans l'histoire. C'est-à-dire, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça prend son origine dans
une espèce de transformation qu'on appelle, qui est sur l'Occident, sur l'Europe, qu'on appelle le projet de la modernité, sur lequel un philosophe comme Rémi Brague a beaucoup travaillé. Il a fait des enquêtes très importantes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui avait mis en place cette espèce de transformation. Alors qu'est-ce qui se passe au fond? C'est un moment où l'homme, au fond, il va s'émanciper de tout ce qui, d'une certaine manière, lui semble l'entraver. Alors il va commencer par Dieu, et puis il s'émancipe de sa condition naturelle en se mettant à distance, et il s'émancipe aussi par ricochet des autres, parce qu'il devient seul. Vous voyez, Descartes dit « je pense, donc je suis ». Donc au fond, il va faire le centre de son être dans sa pensée, dans son esprit. Et le reste, ben, c'est la nature, et la nature va prendre un espèce de statut de quelque chose d'inerte, c'est la matière, c'est un truc finalement... je vous lis un petit texte à propos de Descartes qui regarde les oiseaux qui gazouillent, et voilà ce qu'il dit lui. « Je sais bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, mais je ne m'en étonne pas, car cela même sert à prouver qu'elles agissent naturellement et par ressort, ainsi qu'une horloge, laquelle montre bien mieux l'heure qu'il est que notre jugement ne nous l'enseigne. Et sans doute, lorsque les hirondelles viennent au printemps, elles agissent en cela comme des horloges. Tout ce que font les mouches à miel est de même nature, et l'ordre que tiennent les grues en volant, et celui qu'observent les singes en se battant. » Voilà. Donc, en fait, pour lui, les animaux, ce sont des machines. Donc, si vous voulez, on arrive à une situation où donc l'homme se met à distance, et il va, au fond, imaginer un potentiel d'exploitation extraordinaire en tirant parti de cette matière pour sa volonté, pour son confort. Avant, il vivait dans la nature et il en faisait partie. Il n'avait pas le même statut. Je veux dire, si vous prenez la Genèse, l'homme a un statut particulier avec son langage, il nomme les autres animaux, il est à l'image de Dieu, mais il a une position tranquille, il n'a pas besoin de se démontrer sa supériorité à lui-même. Tandis que là, maintenant, il a laissé tomber ce lien, et il est dans la nature, seulement il va falloir qu'il rame beaucoup pour montrer sa dignité. Et sa manière de ramer, ça va être de se mettre tout son accent sur l'efficacité. Voilà. Et cette nature, alors au passage, notons que quand il rabaisse ce statut de la nature, il rabaisse le statut de sa propre nature. Il va affirmer que cette nature ne prend valeur que par ce qu'il en fait, y compris sa propre nature. Ça devient un objet de transformation. Donc ça va avoir une conséquence en termes de séparation, d'individualisme, c'est-à-dire que finalement, l'homme devient un individu libre, et au fond, il rejette cette dépendance. Finalement, il va se poser comme lui-même le centre de sa pensée et de son action, et il rejette finalement son interdépendance avec les autres. Donc, au fond, on voit bien aussi que, du point de vue de la coordination, ce n'est pas les humains qui s'entendent, il va falloir qu'émergent des mécanismes pour faire que ces humains se donnent des objectifs communs. Mais ce n'est pas parce qu'ils vont ensemble se mettre d'accord, puisque finalement ils sont tellement égoïstes qu'ils n'y arrivent pas d'une certaine manière. Ils sont pris là-dedans. Donc finalement, c'est là qu'émerge l'idée que la meilleure manière de coordonner les humains, au moment de, je sais pas, dans les années autour de 1800, 1850, que c'est le marché régulateur qui va permettre de réguler le principe qui vient suppléer l'impossibilité des humains à construire du bien commun. L'autre alternative, c'est l'État. L'État qui est extérieur et qui, lui, va décréter l'intérêt général. Mais dans les deux cas, finalement, il n'y a pas d'individu vertueux qui serait capable de construire entre eux la vision partagée d'un bien commun. Voilà. Donc, ça, c'est à l'origine on va dire, d'une transformation. Et cette transformation va progressivement amener à ce que toutes les activités, au fond, qui se déployaient, qui faisaient partie de la vie quotidienne, vont être progressivement réduites à des moyens à une forme d'utilitarisme. C'est-à-dire, en fait, on va mettre au centre le fait qu'elles sont capables de produire de la valeur. Cette situation, finalement, va avoir très vite, on le voit bien à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, des conséquences sur les humains. Parce que les humains vont se retrouver marchandisés
leur travail va devenir au fond un objet de troc, d'échange, et ils vont être eux-mêmes délocalisés de façon violente. On va par exemple, dans les campagnes, en Angleterre, on sort les grands propriétaires vont sortir toutes les fermes et ils vont faire ce qu'on appelle des enclosures, c'est-à-dire que tous les espaces communs qui étaient utilisés par les fermiers pour vivre, eh bien, ils vont mettre des clôtures et ensuite ils mettent les gens dehors. Et ensuite ils détruisent les maisons, ils les brûlent. Et les gens se retrouvent dans la rue. Et soit ils meurent, soit ils partent en Amérique, soit ils vont dans les taudis autour des villes, et là ils deviennent de la main-d'œuvre bon marché pour les industries qui commencent à se développer. Et au fond, on s'aperçoit qu'il y a un premier niveau de réponse qui est donné au début du 19e siècle. Beaucoup de chrétiens s'engagent à ce moment-là pour essayer de défendre ces populations qui sont prolétarisées. Ça va être à l'origine de la défense du droit du travail, le droit de grève, la liberté de la presse, la possibilité de s'insurger contre des pratiques, et ça va donner lieu à des conflits assez violents. Et pendant ce temps-là, dans la vie sociale se mènent des combats, des syndicalismes, des formes disons, de tentatives d'endiguer finalement cette espèce de conséquence sur l'homme. Et du côté de la nature, finalement, c'est seulement assez tardivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les années 70, que finalement on va commencer à voir les effets et s'inquiéter de ces effets, parce qu'avant, tout le monde pensait que la nature, c'était une ressource inépuisable. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, comme finalement, c'est à la fois la nature extérieure qui est à l'homme qui est visée, mais c'est aussi sa propre nature, derrière, il y a une double menace. La nature humaine elle-même n'est qu'un substrat offert à la créativité de l'homme. La nature humaine devient un objet de productivité, de valorisation. Et de là va naître l'eugénisme, la modification génétique des embryons, l'affirmation de l'artificialité du genre, le transhumanisme, l'utilitarisme éthique avec l'élimination des personnes vulnérables, handicapées, l'euthanasie, la marchandisation du corps, la marchandisation des organes et bientôt la marchandisation de la procréation. Tout ça, ça vient de là, vous voyez ? Tout à l'heure, je suis parti de la crise écologique qui voulait protéger la nature contre l'homme. Là, je suis en train de me rendre compte que finalement, c'est le même problème. C'est un moment d'humanité où il faut essayer de repenser cette question et ouvrir un nouveau chemin. Moi, j'appelle ça un chemin d'ex-modernité, c'est-à-dire pour aller finalement essayer de sortir de ça. La première réaction, c'est déjà de se dire, j'assume que en sortant de la modernité, ou en affichant ma volonté de sortir de la modernité, je vais être discrédité. Parce qu'aujourd'hui, tous les gens qui ont voulu, d'une manière ou d'une autre, tirer la sonnette par rapport à ça, ils ont été rabattus là-dedans. Ceux qui sont attentifs à l'humain doivent comprendre que toutes ces dimensions humaines sont importantes et qu'elles sont menacées dans le monde dans lequel nous sommes. Voilà. Donc, il faut nous mettre au boulot pour trouver un nouveau chemin de vie, pour inventer des modes de vie renouvelables, qui ont cette capacité à se renouveler et transmissibles à vous et ensuite aux suivants. Voilà. Donc cherchez ce chemin d'ex-modernité. Et vous avez vu que pour pouvoir traiter ce problème, je suis obligé de repenser l'anthropologie. Parce que si je suis sur l'autre anthropologie que je vous ai présentée au début, ça ne fonctionne pas. Vous allez tout droit dans le mur. Parce qu'ils ne vous donneront aucune indication. Donc il faut repenser et travailler la question de la compréhension de ce que c'est qu'un être humain pour pouvoir effectivement aborder ça différemment. Alors là, je vais donner quelques petites pistes un peu pour donner un peu des directions qui peuvent vous aider pour la reconstruction de cette unité personnelle et collective qui est en fait au cœur de ce chemin d'ex-modernité. Si vous arrivez à attraper ça, vous attrapez le bon bout là où vous êtes. Premier point, par exemple, déployer la liberté au-delà de la seule liberté individualiste. Comprendre que la liberté, ce n'est pas seulement l'accomplissement de mon désir dans les délais les plus brefs possibles. Bon, il y a un philosophe allemand qui s'appelle Axel Honneth qui a fait tout un travail sur la liberté, l'école de Francfort, et qui dit on est enfermé dans ce qu'on appelle la liberté négative, celle que je viens de décrire. En fait, il y en a d'autres. Il y a la liberté réflexive, par exemple. Celle des Grecs, je réfléchis. Mon désir immédiat est légèrement provoqué par le mimétisme de telle personne à qui je voudrais ressembler et qui voudrait tel truc, donc moi je le veux aussi. Je veux, comme Georges Clooney,
me taper un café expresso, parce que comme ça je suis un peu Georges Clooney, parce que je l'ai vu à la télé, et il était devant un feu crépitant délicieux, et il boit le café, et je fais pareil, et donc je suis Georges Clooney. Donc, ça c'est du désir mimétique, ou bien c'est de la pub, ou c'est tout simplement le sens du temps. Et on me laisse penser que j'ai absolument besoin de telle chose. Ça c'est, on va dire, la liberté réflexive. Je réfléchis à l'intérieur de moi-même si effectivement les impulsions que je ressens sont vraiment de l'ordre de la liberté ou si en réalité c'est pas du tout ça. Voyez ? Alors ça c'est un chemin. Repenser la question de la liberté. D'autre part, si je me dis je ne peux pas fonctionner sans prendre en compte toute la communauté humaine qui est autour de moi. Est-ce que j'ai un bon critère là ? Ben, il y a un bon critère, qui d'ailleurs fait partie de la doctrine sociale de l'Église, c'est la place du plus vulnérable. Est-ce que la manière dont je conçois le monde, la société, est-ce que je donne une place aux plus vulnérables dedans ? Ça, c'est un critère intéressant. Parce que si vous avez le plus vulnérable, vous avez les autres, ne vous inquiétez pas. Voilà. La technique. Faut-il rejeter la technique? Ben, surtout pas. La technique, ce n'est pas l'apanage de la modernité. La technique accompagne l'humanité depuis le début. C'est le prolongement de l'être humain, la technique. Mais par contre, une technique qui est uniquement au service du profit, là, on commence à sortir de la route. Vous voyez, si on vous dit, tiens, oh, maintenant, il y a des robots formidables, des petits chiens, des robots qui s'occupent des personnes âgées, vous savez, c'est formidable. Là, ma grand-mère, elle a un petit robot, ça va, figurez-vous qu'elle finit par l'aimer, son robot. C'est beau, non hein? C'est merveilleux. Et elle est contente. Elle est contente. Alors vous dites, vous êtes un peu désemparé, quoi. Comment vous réagissez par rapport à une proposition comme ça? Eh bien, il faut vous dire, mais c'est quoi ma grand-mère? C'est un être humain. Un être humain, c'est un être de relation. Est-ce que lui créer un environnement totalement artificiel, dans lequel ce sont des robots, est-ce que je respecte la dignité de ma grand-mère? C'est pas très clair. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit ça dans un dîner en ville, et elle aime ses robots, etc. J'étais trop emmerdé, je ne savais pas comment, j'étais désemparé. Alors, au bout d'un moment, je lui ai dit, imagine que tu es un enfant handicapé. Très bien. Comme tu commences à vieillir, tu t'es arrangé pour le mettre dans une institution, il va pouvoir finir ses jours quand toi-même tu seras mort, oui, tout à fait, je comprends très bien. Et puis, alors, dans cette institution, il y a des robots, figure-toi, on s'occupe des enfants handicapés, c'est des robots, c'est génial. Et un jour, tu es tout content, tu as une matinée de libre, tu dis, je vais voir mon fils handicapé, et tu vas jusqu'à la... Et là, il est au milieu de 3-4 robots, il joue, il est tellement content, il est génial, tu n'as même pas vu. Tu fais coucou, coucou, il ne s'intéresse pas du tout à toi, il s'intéresse à ses robots. Tu sors, tu ressens un petit malaise, non? Tu ressens un petit quelque chose, il y a un petit problème. Hein. Alors oui, quand même. Alors, je sentais qu'il était assez mal à l'aise. Bon, j'ai pas insisté trop, mais finalement, c'est ça la question, voilà, tous les objets qu'on vous propose, toute la technique qu'on vous propose, comment ça... Est-ce que ça marche pour le bien de l'homme, de tout l'homme, dans toutes ses dimensions, et de tous les hommes, jusqu'aux plus vulnérables? Comment ça marche? Là, vous avez un critère très intéressant. Vous pouvez approfondir ça, et puis essayer de nous remettre à fonctionner comme des êtres humains. Et là, vous avez mes 7 critères dont je viens de parler tout à l'heure. Et puis enfin, les communs, c'est toute une réflexion qui est née maintenant sur des formes de coordination qui ne viennent pas de l'État ni du marché, mais qui font que des individus peuvent s'ordonner ensemble sur l'idée d'un bien commun qu'ils construisent ensemble. C'est des choses qui existaient chez nous. Les plus vieux dans cette pièce doivent se rappeler des communaux. C'est des choses qui existaient à la campagne. C'est des morceaux de terrain, des prés, des pâturages qui étaient gérés ensemble par les habitants du village. Et ils se débrouillaient, non pas du tout comme décrivait Gareth Hardin tout à l'heure dans la tragédie des communs, pour en faire un dépotoir, mais au contraire, pour en faire un endroit agréable pour leurs vaches, et que leurs vaches s'y sentent bien, parce qu'il y avait de l'eau limpide et fraîche, et de l'herbe, et du soleil et de l'ombre, mais pour leur faire du bon lait pour leurs enfants. Donc vous voyez, tout ça c'est un ensemble de choses, mais pour s'organiser, ils n'avaient pas besoin, par exemple, ils avaient trouvé un petit système tout bête. Toi, ça sera le lundi, toi, ça sera le mardi, toi, ça sera le mercredi, en fonction de la place des maisons dans le village. Voilà. Pas besoin d'avoir un acteur tiers, un préfet, pour nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, cette question, c'est très important parce que c'est une manière de se réapproprier, vous voyez, notre vie commune. Parce que sinon, vous allez vous trouver très vite enfermé dans un découpage en morceaux. Et c'est là que votre vie ne va pas être unifiée. Donc,
vous devez, d'une certaine manière, vous pouvez prendre en charge à la fois le bien commun et votre propre bien. C'est justement une caractéristique du bien commun, c'est que il n'y a pas, c'est un art de vivre. Vous pouvez viser votre bien propre et c'est pas très bon pour le bien commun. Mais vous le savez toujours. Vous pouvez viser le bien commun, vous vous décorporez complètement, vous devenez un être supérieur, vous êtes dans l'intérêt général, mais là, votre vie se dessèche. Donc il faut trouver un peu quelque chose entre les deux, et c'est là qu'il y a un art de vivre à construire. C'est ça, le bien commun, c'est exactement ce concept-là. Et c'est ça qui vous permet de vous épanouir, parce que vous savez que vous faites partie d'une communauté humaine, et que cette communauté humaine, c'est aussi vous.